Donc il y a beaucoup de conférenciers qui ont passé avant moi et qui ont parlé de la remise en doute d'une vérité qui relève d'une identité personnelle pour avoir un progrès dans le développement de soi et la réalisation de ses rêves et l'atteinte de ses objectifs. On va continuer avec cette philosophie. On va parler de remise en doute dans un contexte scientifique qui permet l'évolution et la révolution scientifique dans tous les domaines. Des vérités scientifiques qui sont de la même époque ou bien d'autres époques passées. Sir Humphrey Davy, qui était le premier directeur de la Royal Institution de Great Britain, un alchimiste et un inventeur, il a dit de remarquables mots concernant cette vérité. Il a dit que rien n'est plus fatal au développement de l'esprit humain que de supposer que nos points de vue sur la science sont des limites, qu'il n'y a pas de mystère dans la nature, que les triomphes sont terminés et qu'il n'y a pas de nouveau monde à conquérir. Donc, conquérir le nouveau monde relève de la mise en doute, la remise en doute de monde qu'on prend pour acquis, à savoir le cerveau, la conscience et la physique de l'univers. Des concepts qu'on juge non liés, des concepts qu'on juge qui n'ont pas de liaison l'une par rapport à l'autre, mais qui pourraient être scientifisés en cherchant à les lier, non pas par motivation personnelle, mais parce qu'il y a des repères disciplinaires ou interdisciplinaires qui font appel à ces liens. Si on prend par exemple en considération cette image, une image, la première image représente 3 neurones, 2 en rouge et un en jaune, qui ont des neuroconnexions, et l'autre une agglomération de milliards de galaxies et d'étoiles. Il semble qu'il y a une certaine symétrie, une certaine ressemblance, mais c'est une ressemblance iconique. Est-ce que cette ressemblance iconique pourrait être scientifisée? On pourrait lier le monde macro, qui relève de la physique de l'univers, avec le monde micro, qui relève de l'identité humaine, parce que le cerveau est facteur de l'identité humaine. Quoique la première image, c'est les neurones d'une souris. Mais à cette échelle, il n'y a pas une grande différence entre le cerveau d'une souris et le cerveau d'un humain, par rapport au fonctionnement, par rapport à la structure. Okay? On va commencer par la physique de l'univers, mais on va utiliser quelque chose de simple, que vous connaissez tous, un simple électron. On va mettre ici un projecteur d'électrons. Ici, on va faire 2 fentes. 2 fentes qui vont laisser passer les électrons. Et ici, on va avoir un écran qui va comptabiliser ou compter le nombre d'électrons. Ok? On va laisser passer électron par électron. La première expérience, on va bloquer la première fente et laisser passer les électrons uniquement par la deuxième fente. Et on va avoir la somme des électrons passés. Donc, on va avoir beaucoup d'électrons dans cette région, parce qu'elle est proche de la fente. Deuxième expérience, on va fermer la première fente et ouvrir la deuxième fente. Et on va voir aussi la même chose. On va se dire, tiens, on va ouvrir les deux. On ouvre les deux et on obtient ça. Non, ça c'est l'intuition qu'on avait avant l'expérience. On n'obtient pas ça. Ça c'est de x de x. On obtient ça. Donc ça, c'est comment agit une onde et non pas un électron. Donc un électron qu'on croit une particule, quelque chose, un grain d'électron, mais en fait pas un grain d'électron. Il peut agir aussi, il peut se comporter comme une onde. Donc une particule n'est pas une simple particule. Elle est particule et elle est onde en même temps. On l'appelle la particule-onde dualité. 2 choses qui existent en même temps. Maintenant on va faire quelque chose de plus, disons, extraordinaire, plus intelligent. On va passer quelque chose qui mesure, ou un observateur, pour me dire qu'est-ce qui se passe ici. Peut-être que les électrons communiquent. Dire non, toi tu passes après, moi je passe avant, et après on va créer un diaporama ou parlant d'interférence de l'autre. On va placer un observateur. Ici. D'accord? Comment ils vont agir? Les 2 fentes sont ouvertes et ils vont agir comme ça. Donc un électron, si tu l'observes, il est particule, si tu ne l'observes pas, il est onde. En quelque sorte, la nature de ton observation, ta mesure, si tu mesures quelque chose et tu ne mesures pas, va changer la nature de ce que tu observes. Ça met en valeur toute une philosophie qui
disait que notre mental, notre conscience est attachée au monde extérieur, cela n'a pas plu aux physiciens, mais ces philosophes ont eu la plateforme pour justifier leur philosophie. Ils se sont dit, tiens, voilà la vérité scientifique qui explique, qui dit, voilà que la conscience est liée au monde extérieur. Ils ont commencé à porter justification. Mais pourquoi ces philosophes se sont dit, tiens, la conscience est liée au monde extérieur? Parce qu'en fait, même en neurosciences, ou même dans les autres domaines qui étudient le cerveau ou la mentalité humaine, ils n'arrivent pas à étudier ou expliquer le phénomène de la conscience. Par exemple, en neurosciences, le modèle, c'est le neural computation, c'est-à-dire qu'on a 100 milliards de neurones, et chaque neurone est responsable d'une information. Avant, vous ne connaissez pas, maintenant vous le connaissez, vous allez avoir un neurone spécifique à mon image. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le nombre de neurones ne suffit pas. On a 100 milliards de neurones et le cerveau produit beaucoup plus d'informations que 100 milliards. Aussi, le neurone qui meurt, tu ne vas pas perdre l'information du neurone qui meurt. Donc, tu vas garder l'information. Et cela n'explique pas nos facultés mentales. L'autre théorie, c'est CNN, le réseau neuronal convolutionnel. C'est-à-dire que le neurone que vous êtes en train de voir allumé, qui agit quand il me voit, j'espère, il est dépendant de tout un réseau neuronal qui est derrière. Si tu perds le neurone, ça ne fait rien. Il y a tout un réseau derrière qui va assurer cette computation. Et même sa théorie, elle n'est pas très pratique. Pourquoi? Parce que tu peux avoir des opérations complexes du cerveau avec un cerveau endommagé à plus de 50%. D'accord? Donc même cette théorie, elle n'est pas convenable. Pourquoi le cerveau est si difficile? Si tu prends par exemple un processeur, pourquoi l'analogie cerveau-ordinateur n'arrive pas à donner la solution? Si tu prends un processeur, si le processeur est endommagé, est-ce que l'ordinateur, le processeur va marcher? Il ne va pas marcher. Si tu prends un cerveau, même s'il est endommagé 50%, il va marcher. Il va faire des opérations conscientes complexes. Donc, il faudrait une autre forme de computation, une autre forme d'analogie. Pas uniquement l'analogie classique d'ordinateur, mais une autre forme de computation. Où est-ce qu'on va aller chercher ça? On va la chercher dans la physique quantique, qu'on a vu, qui gouverne le monde du petit. On a en quelque sorte deux types de physique. La physique qui gouverne les grandes choses, on appelle la physique classique, et la physique qui gouverne les choses petites, qu'on appelle la physique quantique, la physique des particules, par exemple. Il y a une théorie qui a été développée pour utiliser la physique quantique dans l'explication de la conscience. Ça a été développé par Roger Penrose, qui était le directeur de recherche de Stephen Hawking, et Simon Hamroff, qui est anesthésiste et psychologue à l'université d'Arizona. Roger Penrose a développé la théorie, les mathématiques derrière. Et Simon Hamroff, il n'avait pas un mécanisme dans le cerveau, c'est uniquement des mathématiques folles. Mais Simon Hamroff a dit, tiens, voilà le mécanisme dans le cerveau. Dans le cerveau, on a 100 milliards de neurones. Mais ces 100 milliards de neurones, chaque neurone est composé d'à peu près 3 millions de macrotubioles. Chaque neurone. Ces macrotubioles sont de l'ordre d'à peu près 4 nanomètres et ils peuvent exister en superposition. C'est quoi superposition? En physique quantique, on peut avoir la même chose, disons particules, chose, c'est particules, ici. Donc la même chose peut exister dans deux endroits en même temps. Donc on aura plus de fonctions. Le neurone, s'il est quantique, au lieu de faire une seule computation, il peut faire deux en même temps. Donc avec plus de neurones, il va y avoir une multiplication de nombre de computations. À l'exception qu'ici, ce n'est pas les neurones, c'est les macrotubioles, des composantes subneuronales. Et ces macrotubioles peuvent être dans un état quantique. Donc au lieu d'amener les informations à une seule direction, c'est-à-dire le dépôt vers le haut, ou bien de l'autre direction, le dépôt vers le bas, maintenant on va avoir un état quantique vers le haut et vers le bas en même temps. Comment fonctionne le mécanisme? C'est-à-dire qu'au lieu de voir le cerveau comme un reconstructeur de cette étape de fleurs, par exemple le rouge ou le vert, comme vous voulez, on va voir le cerveau comme reconstructeur non pas de l'objet, mais de l'empreinte de cet objet dans l'espace-temps lui-même. L'espace-temps, c'est-à-dire l'espace de Planck, c'est 10 puissance moins 34 à peu près. Donc, le cerveau ne reproduit pas un état biologique, mais il reproduit un état
quantique, en utilisant un mécanisme qui relève de la physique quantique, qui est superposition ou l'espace-temps et l'intrication. Mais ça, c'est un mécanisme, disons, idéal, théoriquement idéal. Pourquoi? Parce que la conscience, elle n'est pas objective, elle est subjective. On a tous une conscience, et chaque personne a une conscience différente de l'autre, ou vit une conscience différente de l'autre. Ça ne fait rien. Les chercheurs disent, notre théorie, c'est en quelque sorte le building blocks de la conscience. Après, à l'échelle du cerveau, à une échelle, autre échelle que quantique, la conscience va se personnaliser. Donc, chacun va personnaliser ou vivre sa conscience en fonction de son cerveau personnaliser ses expériences personnelles.